Bienvenue à Game of Thrones Québec, le podcast québécois sur Westeros pour ceux qui savent déjà comment ça va finir, mais qui veulent en parler quand même. Bonjour à tous, ici Sat. Aujourd'hui, on fait le dernier review pour l'ensemble de la saison 1 des Edge Knight, de la nouvelle série A Knight of the Seven Kingdoms, qui vient de se terminer il y a à peu près 2 semaines. C'est déjà fini. Je suis sûr que comme moi, vous trouvez que ça a passé vite, que ça a été trop court. C'est vrai que c'était court. On peut pas se compter d'histoire, là. C'est un novella. C'est un petit roman de centaines de pages, 120 pages à peu près. Donc, c'est court, c'est sûr et certain. 6 épisodes, c'est court. 30 minutes par épisode, c'est court, c'est vrai. Mais je suis sûr que comme moi, vous avez apprécié ça. Sinon, vous ne seriez pas en train d'écouter l'épisode 7 qui review cette série-là. Selon moi, HBO a réussi quand même un grand coup avec cette mini-série, là. Pour moi, là, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai grandement apprécié le produit final. Les fans ont l'air d'avoir beaucoup aimé aussi. Un peu partout sur Internet, les personnes à qui j'en ai parlé, tout le monde a l'air d'avoir apprécié beaucoup, d'avoir été agréablement surpris par ce qu'ils ont réussi à faire. On a eu un hype là, quand même, là. Les forums, les podcasters, les fanpages, tout le monde s'entend en général. Il y a des gros reviews sur IMDb aussi pour les derniers épisodes. HBO a réussi à faire un gros hit. C'était pas simple à faire, là. On s'entend. Une mini-série, comme on se disait, 6 épisodes, 30 minutes. Les critiques s'écrivaient toutes seules longtemps avant que ça commence à être diffusé. Aussitôt que HBO a dit que ça allait être une mini-série, les gens ont déjà commencé à chialer. Je peux comprendre un peu, là, ceux qui savaient pas en partant que c'était adapté d'un mini-roman, il y avait déjà un goût amer après la saison 2 de House of the Dragon, qui s'est fini avec 8 épisodes. On n'a pas eu de fin finalement à la saison 2, là, parce que les épisodes climactiques, les vraies fins de la saison, ils étaient supposés arriver un peu plus tard, dans l'épisode 9 et 10, comme c'est la tradition pour l'univers de A Song of Ice and Fire. Si vous regardez bien, là, dans toutes les saisons de Game of Thrones, l'épisode 9, c'était toujours l'épisode paquet d'action, où est-ce qu'il se passait quelque chose. C'est là qu'on avait la mort de nos gros personnages, c'est là qu'on avait les grandes batailles. Puis d'habitude, le 10e épisode de la saison, c'est là qu'on avait la mini-conclusion, si on veut. C'est là qu'on avait la sequel de notre histoire, c'est là qu'on avait nos personnages qui se déplaçaient, qui se préparaient pour leurs nouvelles aventures. Donc, c'est normal que les fans de Game of Thrones ont été déçus par la deuxième saison de House of the Dragon. Et à cause de ça, ben, c'est un peu normal que les gens appréhendaient un petit peu une mini-série comme ça, là. Ça regardait mal potentiellement. Mais en même temps, je vois pas comment HBO aurait pu faire quelque chose de vraiment différent avec le matériel source qu'il y avait. Tu sais. Il aurait pu faire, ben oui, il aurait pu faire 10 épisodes de 60 minutes, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait quoi pour remplir ça? Tu sais? Il aurait inventé une nouvelle histoire, il aurait fallu qu'il rajoute des personnages. Ça aurait-tu été meilleur? Je vous le demande. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça aurait-tu été meilleur que qu'est-ce qu'on a eu là? Ceux qui ont lu le livre, je pense qu'ils savent que ça aurait pas été meilleur. Les autres fans qui pensent que ça sort de nulle part, bon, peut-être que oui, mais moi, je suis vraiment satisfait avec ce qu'ils ont réussi à faire. On va pas se compter d'histoire, là. Le monde sont bons pour chialer. Le monde, il aime ça chialer. Puis le fandom de House of the Dragon sont probablement les plus toxiques qui existent. Si c'est pas les fans de Star Wars qui sont vraiment les champions, toutes catégories confondues, là. À part de ça, les gens sont vraiment bons pour critiquer. Le même commentaire revenait 2 ou 3 fois en dessous de chaque post, chaque vidéo, chaque commentaire qu'un fan, un vrai fan faisait en disant quelque chose de constructif, qui essayait d'amener quelque chose. Le même commentaire revenait en bas pour dire 30 minutes, c'est trop court. Pour vrai, là,
tant que les gens vont binge-watch ça dans le futur, ça va très bien se faire, là. Il y aura rien de problématique pour ça, là. C'est vrai, par exemple, que d'attendre une semaine pour 30 minutes d'épisode, c'est pas facile faire un hype autour de ça, tu sais. Rester dans le mood, rester dans le bain, c'est pas évident, tu sais. Je vous en avais parlé déjà dans un épisode précédent, là. Les gens qui relisent pas le matériel, les gens qui sont pas nécessairement dans cette ambiance-là, ils trouvent ça long. Heureusement, HBO n'a pas pris le même créateur pour adapter l'œuvre que House of the Dragon, donc ils s'en sont tirés bien avec Ryan Condal. Ils ont fait un bon travail. Les gens sont quand même satisfaits. Je suis quand même satisfait. J'espère que vous avez hâte à la saison 2 autant que moi. Je pense que j'ai dit Ryan Condal tantôt, mais en vrai, c'est Ira Parker, le gars qui a adapté le matériel. Euh, pour vrai, HBO a vraiment fait un bon coup en partant avec ce gars-là, là, en créant un monde plus humain, plus groundé. Même s'il n'y a pas de dragon, même s'il n'y a pas de magie, il n'y a rien de légendaire, il n'y a rien de surnaturel. Ils ont réussi quand même à faire apprécier aux fans une histoire simple, tu sais. Et même aux personnes qui sont pas si fans que ça, ils ont réussi à les faire embarquer dans l'histoire et les faire aimer le conte de Dunk and Egg. Parce qu'on va pas se conter d'histoire, là. C'était pas évident d'inviter du monde à aimer une histoire sur le Moyen Âge de tournoi comme ça, dans lequel il n'y a pas la petite magie qui a fait embarquer le monde dans Game of Thrones dans les premières saisons, là, soit de la violence puis de la nudité. Là, c'était quand même plus simple, là. À part voir un beau gros membre de Sir Arlen Pennytree, c'était quand même clair. Il n'y avait pas beaucoup de choses pour les fans plus ludiques, disons. Mais ils ont réussi quand même à faire quelque chose de bon, tu sais, quelque chose qui se passe, quelque chose de tout simple, qui se passe du début à la fin sur un campground autour d'un petit château de région. Ça sonne cliché, mais ça l'est, là. Ils ont fait quelque chose de rafraîchissant. Quand tu compares ça avec House of the Dragon ou Game of Thrones, c'est tellement plus facile à aimer, facile à s'identifier à Dunk, tu sais. Dunk, là, notre héros, le héros d'ailleurs, là, c'est ça qui est une grosse différence aussi avec Game of Thrones, mais dans une moindre mesure, House of the Dragon aussi. On a un héros, on a un personnage qu'on suit. Bon, on peut mettre Egg avec ça, on va dire on en a deux, mais on a vraiment un point de vue, puis c'est celui de Dunk, tu sais. On en a juste un, puis Dunk, il est quand même un gars simple. On l'a vu, là, c'est un gars simple, c'est un gars normal. Il a une morale euh, similaire à une morale de quelqu'un de normal comme un téléspectateur moyen, tu sais. Il a la morale d'un gars régulier, puis ça fait pas mal défaut, disons, dans Westeros à ce niveau-là, là. Les gens, ils ont la morale un peu lousse rapidement. La série se prenait pas trop au sérieux. Ça aussi, c'est nouveau dans l'univers de Song of Ice and Fire, là. Euh, c'est très dramatique, c'est très intense. Tu sais, House of the Dragon, là, tu sais, c'est comme la grosse prophétie, puis l'avenir du monde, puis de l'univers est en péril, puis la dynastie est en jeu, puis dans Game of Thrones, la même chose, là, tu sais, les White Walkers qui arrivent, ils vont détruire toute vie dans Westeros. Le retour des dragons, c'est un game changer dans l'univers, tu sais, c'est quand même quelque chose de vraiment extraordinaire qui se passe dans Game of Thrones puis dans House of the Dragon, alors que là, c'est quelque chose de très ordinaire. C'est quelque chose de très terre à terre. Oui, le Trial of Seven, ça fait 100 ans qu'il n'y en a pas eu. Oui, la famille royale est là. C'est quand même quelque chose qui se passe sur une semaine dans un village de région qui a des implications un peu plus grandes, oui, parce que finalement, l'héritier du trône meurt, là, mais à la base, c'est pas quelque chose d'aussi compliqué que ça, là. À la base, c'est l'histoire d'un petit chevalier simple qui se frotte à du monde un peu plus gros que lui et finalement se ramasse dans des problèmes. Mais c'est quand même une histoire très simple, très terre à terre, très straight to the point, là. C'est l'histoire de Dunk, puis c'est ça qui est ça. Personnellement, une des choses que j'ai le plus apprécié de l'adaptation, c'est vraiment la fidélité avec laquelle les créateurs ont décidé d'adapter le roman. Le nombre de répliques exactes qui est tiré du roman puis qui se ramasse dans la série est vraiment impressionnant, là. Il y a plusieurs épisodes euh, où il y a des scènes qui sont vraiment copiées-collées du livre.
Comme d'habitude, bon, un petit hic, ils ont été obligés de vieillir plusieurs personnages. Dunk en premier, Baylor et Makar, mais sinon, là, c'est très fidèle au matériel source. Le développement des personnages de Dunk et de Sir Arlen Pennytree au travers des flashbacks, ils ont fait quelque chose de vraiment solide aussi, de vraiment bon. Ça fait partie de qu'est-ce qu'il y a dans la série qui vient vraiment pas du livre, qui est complètement inventé, mais qui ont fait très bien quand même, tu sais. C'est toujours quelque chose que les fans ont un petit peu peur de voir quand on sait qu'il va y avoir une adaptation, c'est de quelle façon ils vont réussir à faire ça, à bien faire ça, puis à quel point ils vont transgresser ou respecter le matériel de base. Selon moi, tout ce qu'ils ont fait dans les flashbacks, tout ce qu'ils ont décidé d'inventer, tout ce qu'ils ont rajouté comme viande autour du novella original était bon. C'était bien monté et ça a permis d'enrichir les personnages un peu plus. Ça a donné de la profondeur à Dunk, ça a donné de la profondeur, un beau background à Sir Arlen aussi. Euh, les représentations des deux ensemble, les mini flashbacks, même ceux qui duraient une fraction de seconde, ils étaient bons, ils étaient bien faits. La grosse scène de Dunk et son enfance à Flea Bottom, c'était parfait. Euh, Surtout, je trouve, ce qu'ils ont fait avec Sir Arlen était vraiment bien fait, là. De la façon qu'ils l'ont dépeint comme un chevalier honorable, oui, mais pas autant unidirectionnel qu'il l'était dans le roman, tu sais. Dans le roman, il n'y a pas grand-chose autour de Sir Arlen Pennytree, là. Là, ils nous ont montré quand même quelqu'un de très humain, tu sais, de plein de qualités, oui, qui était un bon modèle là, pour Dunk, mais qui avait aussi ses défauts, tu sais. On a la scène épique qu'on se souvient probablement toutes, là, qui va sans doute passer à l'histoire du fandom pour A Song of Ice and Fire, quand que Sir Arlen, complètement sous, chante pendant 5 minutes une chanson en Dothraki, en criant autour d'un feu, en se coupant lui-même avec sa propre dague, en s'endormant sous à tous les soirs, alors que Dunk, un peu plus loin, est assis, puis il regarde un peu comme un chien qui commence à se demander s'il va accepter son nouveau maître. C'est quand même bien fait, c'était quand même bien représenté. Ils ont fait vraiment une belle job, là. Je trouve qu'ils ont vraiment fait quelque chose de bien avec ça. Sur le produit final, quand on regarde l'ensemble des flashbacks de Sir Arlen Pennytree, là, ils ont fait une figure paternelle très crédible pour Dunk, tu sais. Ils ont fait quelque chose de vraiment bien. J'ai l'impression personnellement qu'on n'a pas fini de le revoir malgré la dernière scène, plutôt l'avant-dernière scène qui aurait dû être la dernière scène, parce qu'on voit Sir Arlen finalement quitter Dunk et partir de son côté sur son cheval. J'ai l'impression qu'ils vont trouver un moyen de nous le ramener dans des flashbacks dans la saison 2. Dans les novellas, donc, il réfléchit souvent quand même, il pense souvent, il se remémore des moments avec Sir Arlen Pennytree. Donc, ça serait une bonne façon de nous le ramener puis de faire plaisir aux fans qui ont vraiment aimé le personnage, là, qui ont vraiment apprécié de la façon qu'ils nous l'ont présenté. L'acteur qui fait Sir Arlen a fait vraiment une belle job aussi, là. Ses petites expressions faciales, entre autres, là, la face qu'il fait pendant que Dunk est nommé, pas Dunk, pendant que Sir Raymond Fossoway est nommé chevalier, puis qu'on voit Sir Arlen qui fait juste une petite face en faisant mais je sais pas quoi te dire, man, je sais pas qu'est-ce que tu devrais faire, là, bonne chance, tu sais. Un des autres personnages qui ont vraiment bien développé, qui ont vraiment fait un bon ajout à la série, qui ont enrichi l'histoire en décidant de le travailler un peu plus, c'est Lionel Baratheon. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, là, c'est devenu un fan favorite rapidement lui aussi. Euh, la scène qu'ils ont inventée pour l'introduire dans l'épisode 1, quand que Dunk se ramasse dans la tente de Lionel Baratheon, grâce à Raymond Fossoway, qui l'invite parce qu'il comprend que Dunk a faim. Tu sais. Raymond est vraiment un bon gars, là. Il comprend que Dunk a faim, il l'invite là-bas pour manger. Puis Lionel qui remarque Dunk parce qu'il mesure 7 pieds, puis il fait une tête de plus que tout le monde. Fait que peu importe il est où dans la salle, on voit tout le temps sa tête. Lionel qui l'invite, puis qui explique dans le fond que tout le monde qui sont autour de lui, tout le monde qui gravite dans son univers, ils veulent toujours soutirer quelque chose. Ils veulent toujours tirer quelque chose de lui ou des lords en général, tu sais.
que s'ils sont pas là pour soutirer quelque chose de lui, mais sont là dans un mauvais plan, là, ils ont des mauvaises intentions, sont là pour le trahir, tu sais. Fait que Lionel lui demande la question épique: What the fuck are you doing in my tent? La relation qu'ils ont réussi à développer entre lui et Dunk, ils ont fait vraiment quelque chose de bon là, en partant. Tu sais. Dans l'épisode 1, ça commence un petit peu spécial, disons. Là. Déjà, c'est un peu la façon que les deux dansent ensemble. Tu sais, Lionel est quand même déjà très motivé, là, très party animal, là, mais ils ont réussi à nous montrer quand même quelque chose de cool. Puis ça s'est vraiment bien fini aussi. Puis ça s'est bien continué au fil de la saison. Son côté party animal, son côté Robert Baratheon finalement, là, son petit côté rebelle aussi justement qui ressort à la fin dans l'épisode 6. Tout ça, c'est du nouveau, là. Dans le roman, Lionel Baratheon est nommé, oui, il est là, il est important dans le sens qu'il prend la défense de Dunk, là, mais il est pas, son personnage n'est pas très développé non plus, là. Il y a pas tant de répliques que ça, il se passe pas grand-chose. Euh, Dans le dernier épisode, la première scène de l'épisode 6, moi personnellement, c'est une de mes scènes préférées de la série jusqu'à maintenant, là. Lionel, puis son attirance pas trop claire, pas trop assumée envers Dunk. La façon que Lionel fait comme si c'était spontané puis qu'il avait pas réfléchi à ça, là, de l'inviter à aller vivre avec lui à Storm's End. Le Maester qui est hilarant aussi, là, le Maester qui fait brûler de l'herbe, tu sais, qui fait brûler de l'encens autour de Dunk, tu sais, puis qu'on comprend finalement que le Maester il fait ça, mais c'est son ultime moyen, c'est sa dernière option pour essayer de sauver Dunk, parce que tout de suite après, il est comme, hey, désolé, sa plaie s'est infectée, puis je peux plus rien faire, il va mourir. C'est terrible, il n'y a plus rien à faire, tu sais. Puis Lionel qui est comme, mais voyons donc, t'es même pas capable de guérir un truc qui pique, là, décrisse, là, puis il leur repousse l'autre après, tu sais. Tout ça, tout cet échange-là, toute cette scène-là, euh, c'est hilarant, c'est très bon. La rébellion qui commence la rébellion qui commence à pointer son nez encore plus dans les Baratheons quand Lionel est en train d'expliquer à Dunk que les Targaryens, c'est toutes des mardes, puis que s'il y en a un de mort, ben c'est tant mieux. Puis que Baylor, de toute façon, c'est un hypocrite, puis il s'en allait là-bas en sachant que tout le monde de l'autre bord, il voudrait pas vraiment le tuer, puis qu'il a rien risqué, puis qu'il est là, puis il est mort, mais c'était une fraude, puis que de toute façon, les dieux, ils aiment pas les fraudes. Tout cet échange-là est excellent. L- la réplique qui dit if you come with me, I'll like you like a brother, and if you don't, I'll hate you like a brother. Ça parle beaucoup. Ça résume bien quand même les derniers épisodes de la série aussi, là. La relation entre les frères entre les Targaryens, entre les Baratheons un peu plus tard dans Game of Thrones aussi, tu sais. La relation amour-haine est quand même bien présente, là. C'est une bonne réplique, c'est bien fait. C'est complètement inventé pour le show, justement. Lionel, il essaie de se comporter comme s'il était pas lui-même un High Lord, alors qu'il est pas capable. C'est plus fort que lui, c'est ça qui est, tu sais. La dernière réplique de Lionel Baratheon, qui est aussi bonne, qui est aussi drôle, c'est quand il dit, bon, de toute façon, tu vas décider si tu viens ou si tu viens pas. Nous autres, on s'en va. La caravane part après le roast. Puis ça coupe direct aux funérailles puis à la crémation de Bélard. Tu sais. C'est très drôle, c'est parfait. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment adoré cette scène-là. Bon, normalement, il va revenir éventuellement dans la vie de Dunk. Ça, on le sait, mais ça va prendre des années. Tu sais. Pour ce qu'on en sait, c'est que ça va prendre des années. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ça, c'est une bonne question, là. Est-ce qu'ils vont laisser ça vraiment pour venir pour la saison 11, on va dire, de les aventures de Duncan Egg? On va le voir dans 12 ans revenir à l'écran ou ils vont s'arranger pour le réintroduire d'une façon ou d'une autre? Ça, c'est pas clair. Moi, je suis assez convaincu qu'ils vont essayer de faire du fan service en le ramenant, qu'ils vont essayer de capitaliser sur le fait que tout le monde a vraiment aimé l'acteur, a vraiment aimé le personnage pour le ramener, peut-être le réintroduire dans une aventure. Peut-être pas la saison 2, mais dans la saison 3, il y aurait moyen de le ramener, tu sais. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de le revoir.
Quelque chose d'autre que j'ai vraiment beaucoup apprécié puis que je pense que les fans ont vraiment aimé aussi, c'est la scène de duel, la scène épique de la saison de duel entre Arion et Dunk. On se sentait vraiment dedans, là, tu sais. On sentait la difficulté des personnages, on sentait la fatigue, l'épuisement, le danger. L'épuisement, nous l'ont vraiment bien montré, là. L'épuisement, la fatigue, tu sais, un armure de chevalier comme ça, là, ça pèse minimum 40, 50, 60 livres. Euh, Pendant l'adrénaline, OK, t'es en train de lutter pour ta vie, c'est parfait, là, mais tu sais, quand tu tombes à terre, quand tu penses que c'est fini, finalement, c'est pas fini, tu sais, ils nous ont bien montré comment que c'était surhumain de se battre là-dedans pendant un moment prolongé, tu sais. La bataille dure pas si longtemps, là. C'est qu'on, 5, 10, 15 minutes, quelque chose dans le genre. C'est spectaculaire, là. On va pas se mentir, là. Dans la vraie vie, ça pouvait pas durer aussi longtemps que ça, là. C'est pas vrai, tu sais. Surtout pas armé comme ça, tu sais. Surtout pas aussi intense que ça, là. Ils ont bien fait ça, ils nous l'ont bien montré. Bon, personnellement, moi, et comme plusieurs autres aussi, je suis certain, j'aurais aimé ça en voir plus. J'aurais aimé ça voir les autres plus se battre. J'aurais aimé ça voir les Kingsguard se battre. J'aurais aimé ça voir les autres Targaryens se battre. J'aurais aimé ça voir Lionel Baratheon se battre. J'aurais aimé ça l'entendre rire. J'aurais aimé ça l'entendre en background rire très fort pendant qu'il se bat. Ça aurait ramené The Laughing Storm. Tu sais. C'est ça qui est supposé. Mais bon, ça aurait été bon. Ça aurait été excellent. Mon côté voyeur, j'espère qu'on va pouvoir avoir accès à certaines scènes coupées, à certains moments inédits. Peut-être un jour, s'ils font une version allongée ou s'ils font des extras sur DVD ou des scènes, des deleted scenes. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. J'espère qu'ils vont nous en donner un petit peu plus, juste pour nous gâter un peu. Parce que je comprends qu'est-ce qu'ils ont fait, là. Tu sais, ils voulaient nous faire ça. Le point of view, c'était tout du point de vue de Dunk. Toute la bataille était de son point de vue à lui. Tu sais, puis ils l'ont bien fait, là. Tu sais, on voit la bataille au travers la visière de temps en temps. Tu sais, on l'entend respirer, on est avec lui, on est vraiment Dunk pendant cette bataille-là. Tu sais. Mais il y a des glimpses, tu sais, il y a quelques secondes, quelques, quelques mini-scènes où est-ce qu'on voit les autres combattants se battre, les autres passer autour. Puis c'est tellement intense. On en veut plus. Je suis sûr que vous en voulez plus, vous autres aussi. Je rêve d'un extended edition. On va voir qu'est-ce qu'on va avoir. On va voir, tout dépendant, tu sais, c'est probablement une question de budget aussi, là. Ils ont coupé parce que ça aurait coûté cher. Fait que, tu sais, à quel point, combien il y avait de caméras qui filmaient en ce moment, tu sais, combien il y avait de caméras sur la scène pendant qu'ils tournaient, à quel point les autres en arrière, ils faisaient juste passer pour donner un coup pour montrer qu'ils se battaient ou est-ce qu'ils se battaient un petit peu pour de vrai aussi, tu sais, c'est pas clair. J'aimerais ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va avoir avec ça. Mais ce que j'ai préféré personnellement, où est-ce que je pense qu'ils ont vraiment excellé, c'est de la façon qu'ils ont construit la relation entre Dunk et Egan. Les petites scènes quand ils sont ensemble, comment ils se parlent, comment ils grandissent ensemble, c'est beau à voir. Ils ont fait vraiment un coup de circuit avec ça en particulier. C'est les petits détails qui ont fait la grandeur de la relation. Puis pour moi, c'est les mêmes petits détails qui ont mis la face de la saison. Euh, des, des petites scènes, des petites conversations, tu sais, comme quand Egg, il parle de ses poils pubiens qui poussent dans son entrejambe, tu sais, c'est comique. Quand Egg est philosophe sur Alice Treefinger dans la salle, pas dans la salle, dans la tente, où est-ce que Baratheon fait le party avec Dondarrion. Les petits compliments que Dunk il fait à Egg, tu sais, quand à un moment donné, il dit Hey, t'es bon quand tu t'essayes, tu sais. La face que Egg fait à ce moment-là, il se retourne puis il regarde Dunk, tu sais qui lui réalise pas à quel point il vient d'y faire plaisir, tu sais. Mais Egg il est juste tellement content, il est tellement heureux que quelqu'un lui dise qu'il est bon, qu'il ait fait quelque chose de bien, parce qu'il est capable, parce qu'il a des qualités, parce qu'il a un potentiel. C'est un petit détail, mais tu sais, ça nous donne tellement beaucoup d'infos sur le background de Egg, tu sais, comme quoi on dirait qu'il n'y a jamais personne qui a fait des compliments vraiment, tu sais. Ses frères, ses grands frères, c'est probablement pas eux qui étaient le plus aidants, le plus là pour lui.
Son père, il avait pas de l'air d'être un très bon père, pas le genre d'être le père à commenter euh, les petits gestes puis les petites qualités de son fils. Euh, le prince, il se fait complimenter probablement souvent par des serviteurs, par des employés, mais par quelqu'un qui le dit puis qui le pense vraiment, probablement pas régulièrement. L'ensemble de ces petites scènes-là, une fois regroupées, quand on les regarde après coup, on voit que c'est vraiment ça qui a solidifié leur relation, là, tu sais. En 3 jours, ils sont devenus vraiment très proches. Plus proches probablement que Dunk l'a jamais été avec Sir Arlen Pennytree, parce que veut pas, il y avait une grosse différence d'âge entre les deux. Alors que dans le roman, je vous rappelle, là, Dunk a 16 ans, puis Egg, il a comme 10 ans, tu sais. Fait qu'ils sont vraiment proches, là, alors que Sir Pennytree, il était plus proche de 60 ans que de 50 ans, comme il dit. Puis il était plus sévère, là, tu sais. Quand il donnait des taloches, tu sais, c'était moins. Tu sais, Dunk, il le dit souvent dans le roman, puis c'est un running gag un peu, là, tu sais. Il est tout le temps en train de dire fais ça, sinon je te frappe, tu sais. I'll clock you in the ear, tu sais. Fais ça, sinon. Il le fait jamais, tu sais. Il frappe jamais Egg parce que Dunk, il est pas comme ça, tu sais. Dunk, il sait que lui, il aurait préféré probablement ne pas se faire frapper, ça le faire expliquer se faire aider à mieux comprendre plutôt que de se faire battre, mais c'était comme ça que Sir Arlen était. Puis là, on voit que donc, pour lui, Egg, c'est comme son petit frère qu'il a jamais eu, tu sais. Pour Egg, ben, c'est la même chose. Donc, c'est le grand frère qu'il aurait aimé avoir. Egg, il y en a eu des grands frères. Il y en a deux grands frères. On les a vus dans la saison. C'est pas vergeux, tu sais. Pourtant, c'est des chevaliers. Pourtant, ils sont nobles. Pourtant, c'est des grands Targaryens en devenir, tu sais. C'est des princes. Mais on voit que Dunk, un petit gars bien simple de King's Landing, de Flea Bottom, qui a passé toute sa vie en vagabond, à se promener, à aider des small folk, à manger du jerky, à dormir à Belle Étoile. Il est tellement plus un bon modèle de grand frère. Il est tellement une meilleure personne que ses vrais frères à lui, Egg, que ça lui a pris 2 jours pour réaliser que c'est avec lui qu'il veut grandir, c'est avec lui qu'il veut devenir un chevalier, c'est avec lui qu'il veut apprendre à devenir un bon prince. Le casting de la série aussi est excellent. Tous les rôles secondaires, les rôles de support autour sont bien castés, les acteurs sont bons, les personnages sont le fun. Raymond Fossoway, vraiment, quel bon Jack. Le petit gars, le jeune qui le joue, est très bon aussi. Sir Arlen Pennytree, excellent aussi. Les Targaryennes, toutes les Targaryennes, on y croit. Autant Baelor que Maekar, Arianne, Daeron, toute la gang, on y croit vraiment. Ils ont vraiment fait une belle job. Euh, j'ai hâte de voir les personnages qui vont caster pour la saison 2. Il y en a déjà certains qui sont annoncés. Justement, il y a un des personnages qui ont casté, ils ont pris un acteur noir. Déjà, tu as la fandom un peu toxique, fâchée parce qu'on a fait du blackwashing sur un caractère. Le personnage qui est à Dorne, si je me trompe pas, donc bon, ça se peut, pourquoi pas, bon, c'est pas vraiment problématique. Ce que je trouve un peu ironique, puis même un peu problématique, par contre, c'est que le seul personnage qu'ils ont casté avec un acteur noir, c'est le personnage du méchant, si on veut, là. Pas le méchant dans le sens que c'est un mauvais Jack, là, mais dans le sens qu'il est un peu malhonnête, il est un peu voleur ses bords, il a une hygiène douteuse, il a des dents pourries, tu sais. Je trouve ça que c'est un drôle de choix de casting, personnellement, mais bon, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, là. À suivre. Sinon, ils ont casté aussi le... Bon, je vais pas vous nommer les personnages, ça sert à rien. Ils ont casté aussi, je pense, la fille qui joue la Lord, si on veut, la Lady du petit comté à côté d'où est-ce que Dunk et Egg vont travailler. Et ils ont casté le Lord aussi, où est-ce que l'histoire se passe de la saison 2. J'ai hâte de voir comment ça s'enligne, mais à date, avec le casting, ils ont vraiment fait une belle job. Rien à redire. Visuellement aussi, ils ont vraiment fait une belle job, là. On sentait pas que le budget était plus serré. Ils nous avaient pourtant averti que ça avait rien à voir. Si je me trompe pas, c'est 2 fois moins. C'est 2 fois moins par minute d'écran qu'il y avait comme budget que House of Dragon. C'est sûr que des scènes de combat de dragons aériens ou des trucs de même, ça doit coûter quand même passablement plus cher, là.
Mais tu sais, même dans le flashback, là, je vous ai mis une scène, la première scène, la scène d'ouverture dans le flashback de l'épisode 5, où est-ce qu'on voit Dunk en train de scavenge, en train de piller, dans le fond, sur un champ de bataille. Tu sais, ils ont fait quelque chose, de beau. Ils ont fait quand même une belle job. Les combats pendant le tournoi, ils ont fait une belle job aussi. C'est sûr que le fait que ça dure comme 8 secondes en tout, ça aide un peu, là, mais ils ont fait quand même de quoi de beau. Les décors sont beaux, le campground est beau, les costumes sont bien. Visuellement, ils ont fait quelque chose de bon, comme je vous disais. Ils ont quand même, ça sentait pas cheap, ça sentait pas qu'il y avait manqué de budget, tu sais. Ils ont coupé les coins ronds, peut-être à quelques endroits, mais ça paraît pas visuellement. C'était agréable à regarder. Les personnages étaient tous bons, ils étaient tous bien maquillés, tout était quand même correct, tu sais. C'était quand même bien malgré la restriction qu'il y avait. Pour moi, visuellement, un autre gros point fort, c'est toute la scène du début de l'épisode 5. Pas juste visuellement, mais émotivement aussi, là. Euh, c'est la scène qui commence avec Egg qui donne la lance à Dunk parce qu'il se prépare pour le jugement. Euh, Dunk, en tant que grand frère, essaye d'être rassurant, disons, avec Egg, tu sais. Il fait la petite blague, il revient avec la petite blague que si tu me voles, je vais te rattraper avec des chiens, tu sais. On voit que, dans le fond, il essaie de se comporter comme s'il était confiant, tu sais, alors qu'il sait très bien qu'il s'embarque. Dans quoi qu'il s'embarque, là? Il sait très bien qu'il s'embarque dans un combat qui le dépasse complètement, dans lequel il n'a aucune expérience, puis qui peut très bien signifier sa mort dans les prochaines minutes, là. Egg a peur, Dunk a peur, puis c'est quand même assez poignant, là. Après ça, la scène se continue. On voit que Dunk est terrorisé, là. Il a essayé de pas avoir peur devant Egg. Le son tombe en sourdine. On voit chaque chevalier qui enligne son cheval, qui se prépare. On voit Daron du côté des accusateurs, qui lui aussi est terrorisé. Il met son casque. On a le gros plan sur le regard de Dunk au travers sa visière. On entend un peu en sourdine le coup de corne, le genre de trompette, qui annonce que le combat il commence. Puis les chevals y foncent. Pour moi, cette scène-là, émotivement, visuellement, le montage, c'est la perfection. J'ai entendu beaucoup de monde dire qu'ils n'avaient pas apprécié le fait que dans la série, plutôt que dans le roman, ils ont confirmé que Dunk n'avait pas été nommé chevalier par Sir Arlen. Je comprends pas, moi, le raisonnement derrière ça, là. Je comprends pas comment les gens ont pris ça. Euh, Pendant une seconde, oui, effectivement, comme je vous disais dans le dernier review, pendant une seconde ou deux, on a comme une confirmation que il n'a pas été nommé par Sir Arlen Pennytree, donc il n'est pas chevalier, parce qu'on voit Sir Arlen mourir, tu sais. Mais ça dure vraiment juste 2 secondes, parce qu'après ça, Sir Arlen, il se réveille, tu sais, puis il fait une petite blague, puis il dit non, je vais finir mon histoire, puis tout, là. Il n'y a rien qui nous dit qu'à ce moment-là, Sir Arlen, ce qu'il a pas fait, c'est dire à Dunk, va chercher mon épée, c'est le temps, justement. Tu t'es prouvé, t'es rendu là, t'es un noble écuyer, tu vas devenir un bon chevalier, puis va chercher l'épée, je vais te nommer, tu sais. Il n'y a rien qui dit qu'il l'a pas nommé, puis qu'il est pas mort tout de suite après. Mais il n'y a rien qui dit qu'il l'a nommé non plus, tu sais. Moi, j'ai aimé ça, comment ils nous ont fait ça, là. Ils ont gardé ça, justement. Ils ont gardé ça euh, on the low. Il n'y a rien de clair. Tout est dans le non-dit. Il n'y a rien de confirmé. Il n'y a rien d'infirmé. J'apprécie beaucoup comment ils ont réussi à faire ça. Je comprends pas que le monde, ils ont pas aimé, qu'ils nous ont donné la vérité, alors que pour moi, ils nous l'ont pas donné, justement. Ce que j'ai moins aimé, par contre, euh, comme je vous disais, c'est surtout dans l'épisode 5, là, dans l'épisode 6, excusez, le fait que Mécor laisse pas partir Egg. C'est un peu comme je vous disais, je vais pas tout répéter, là, mais en gros, ça y enlève son humanité, ça y enlève la preuve d'amour qu'il avait envers son fils. Et j'aime pas ça. Mais Carl, c'est un des personnages les plus humains du livre, les plus intéressants. Son histoire est le fun, son cheminement il est compliqué, le choix qui est fait par les créateurs dans l'adaptation. Je suis vraiment pas convaincu, là. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Je suis pas sûr où est-ce qu'ils veulent aller avec ça. Ils l'ont adressé dans le genre de petit making-of de l'épisode 6. Euh,
Ils disent qu'il va y avoir une suite à ça, tu sais, qu'il y a des conséquences à ça. On va voir dans la saison 2 où ça s'en va, mais vite de même, personnellement, je trouve ça mauvais. Euh, mais bon. Je pense qu'il y aurait pu avoir quelques secondes de plus de joutes, plus de tournois, plus de clash de lance, plus d'action. Je pense pas nécessairement beaucoup, là, ça n'aurait pas pris tant que ça, tu sais. Ça n'aurait juste pris quelques minutes de plus dans l'épisode 2 et 3, tu sais. Un solide 2-3 minutes de plus réparti sur 2-3 épisodes. Ça aurait été bon, me semble. Ça aurait été le fun, ça aurait été parfait. Question de coût, ça, oui, probablement. C'est probablement vraiment ça. Une autre chose, par contre, qui n'est pas une question de coût, puis qui ont décidé de changer, que j'aime pas du tout non plus, c'est d'enlever la scène juste avant le jugement, juste avant le trial, où est-ce que les small folk, ils montrent à Dunk qu'ils le supportent, tu sais. Où est-ce qu'ils lui disent merci, où est-ce qu'ils disent on est content que tu te tiennes debout pour nous, on est content que tu sois là, on est content d'avoir enfin un vrai chevalier. Ça, je comprends pas pourquoi ils ont enlevé ça, par contre. T'sais. Je pense pas que ça peut être une question de coût. Ça coûte quoi faire ça? T'sais? Tes figurants sont déjà tous là. Tu rajoutes deux, trois rôles parlants, tu leur donnes un peu d'argent à chaque. Tout le monde est là, le stage est là. Et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Ils ont peut-être des raisons qui m'échappent, mais moi, personnellement, c'est un changement que j'aime pas vraiment. Un des plus gros changements, par contre, à la série, qui est pas un changement que je n'apprécie pas, ni un changement que j'apprécie particulièrement d'ailleurs, c'est la voyante, la diseuse de bonne aventure dans l'épisode 3. Elle nous arrive avec une grosse scène. What the fuck? Elle arrive puis elle dit à Egg, tu vas mourir dans un gros feu, puis tout le monde autour de toi qui te connaît va être content. C'est quoi ça, George? Où tu t'en vas avec ce changement-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire qu'il y a quelque chose qui nous manque dans The History, dans The World of Westeros, dans le livre d'histoire? Ça veut-tu dire qu'il y a quelque chose qui va changer? Ça veut dire qu'on sait pas tout? Parce qu'on le sait qu'on sait pas tout. Mais où tu t'en vas avec ça, tu sais? Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, c'est qui la voyante? C'est qui cette voyante-là? Parce qu'on est supposé comprendre que à cause de la tache, elle a comme une tache sur la face, la voyante. On sait qu'ils ont rajouté cette tâche-là. C'est pas l'actrice qui a ça. Parce que l'actrice, c'est la même que l'aubergiste dans l'épisode 1. On sait que c'est la même actrice qui fait ça, tu sais. Est-ce que c'est supposé être le même personnage? Ça, c'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Est-ce que c'est supposé être Blood Raven à cause de la tache sur la face? On sait que Blood Raven, il est vivant à ce moment-là dans l'univers. Il se serait déguisé pour aller au tournoi, pour faire ça, justement, particulièrement. Il n'y a rien qui prouvait à Blood Raven si c'est lui que Egg viendrait lui parler. Est-ce qu'il l'a vu dans le futur, par exemple? On sait que Blood Raven devient le Tri-Raven plus tard, tu sais. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Est-ce que c'est Bran qui est le nouveau Tri-Raven qui repasse dans le passé? Pourquoi il ferait ça? Pour faire peur à Egg? Le renvoyer vers son père pour qu'il fasse des choses différemment? Est-ce qu'on nous met la table avec cette scène-là pour une sequel à Game of Thrones? On le sait pas. C'est pas clair. Que de questions, que de questions. C'est-tu juste une vraie voyante? Euh, c'est pas clair. On sait pas non plus. Je vais pas tout vous répéter ce que je vous avais dit, mais ça donne faim. Ça, c'est certain. On en veut plus, George. On en demande plus. On en veut plus. Force-toi un peu. Il y a une phrase qui est dite dans l'épisode 6, dans le flashback, qui est dit par Sir Arlen Pennytree. A true knight always finishes a story. C'est une pointe à Martin, peut-être? C'est directement une flèche qu'ils ont envoyée à George? Est-ce que c'est Ira Parker qui fait une attaque frontale directement vers l'auteur de l'histoire? C'est-tu juste un sous-entendu qu'il voulait pas ou ça n'a pas rapport, il avait pas réfléchi à ça, ça n'a pas de lien? George n'est pas un vrai knight, on dirait en tout cas. Il termine pas ses histoires. Shame, George. Shame. Au moins, au moins, on s'enligne pour avoir une suite à Dunk and Egg. C'est mieux que rien, puis c'est beaucoup plus que ce que j'espérais. C'est la chance que George a de faire avec Game of Thrones. Excusez, c'est la chance que George a de faire avec A Knight of the Seven Kingdoms mieux que ce qu'il a fait avec Game of Thrones. De réparer un peu la façon qu'il a laissé son histoire, d'essayer de
compléter une de ses histoires, tu sais. Ça serait quand même un pas pire accomplissement pour lui. D'ailleurs, annonce de George R. R. Martin, il va y avoir une pièce de théâtre, une comédie musicale, ça je suis pas certain. En gros, a play, c'est ça qu'ils disent, à Londres sur le tournoi de Aaron Hall. Ça va s'appeler The Mad King. Le tournoi de Aaron Hall, c'est un an avant la rébellion de Robert, là. Euh, c'est intéressant. On n'a pas beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé là-bas, fait que c'est le fun. Je sais pas trop quoi penser de ça. Par contre, là, l'idée de faire une pièce de théâtre avec ça, plutôt que de faire un livre, hein, plutôt que de faire quelque chose de clair, de concis, de précis, faire quelque chose d'aussi spécial qu'une pièce de théâtre, je suis un petit peu sceptique. Je sais pas où est-ce que ça s'en va. C'est pas trop clair. C'est pas clair non plus qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça après. Parce que oui, en même temps, c'est le fun qu'on ait une version avec un peu plus de viande autour de l'os que qu'est-ce qu'on a déjà par rapport à ce tournoi-là. Ça, c'est super. Ça, je suis bien content. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Que ce soit une pièce de théâtre à Londres, par contre, ça, je trouve que c'est vraiment une idée de marde, là. Parce que, premièrement, qui reste à Londres dans la vie, là? C'est le fun. Il y a du monde qui reste à Londres, tant mieux pour eux. Mais en général, est-ce que les gens restent à Londres? Non. Les gens restent pas à Londres en général. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'es pas à Londres, t'auras pas accès à l'histoire. Ça va être là à Londres pendant combien de temps? Ça va jouer là 3, 4, 5 ans. Après ça va être New York peut-être pendant 3, 4, 5 ans. Fait que peut-être d'ici 10 à 15 ans, cette pièce-là va jouer dans une ville près de chez vous, peu importe où est-ce que vous êtes. On va s'entendre, on est peut-être québécois, là. Fait que si on attend que ça vienne dans Montréal, ça va prendre une éternité. Pour vous donner un exemple, la comédie musicale Le Roi Lion, qui joue, je pense, depuis 25 ans, qui a commencé à New York, qui est allé se promener en Europe un peu partout, jouait il y a 12 ans à Madrid quand je suis allé en voyage là-bas, puis maintenant, elle se ramasse à Montréal. Fait que si ça prend 25 ans avant qu'on puisse voir cette pièce-là, on s'entend que c'est un peu ordinaire. Après ça, ces pièces-là sont faites, sont jouées. Plein de monde peuvent les voir, puis plein de monde, on s'entend, là, un billet pour aller voir ça, ça coûte minimum 100 pièces, minimum, minimum. Jamais t'as ça en bas de ça. Donc, ça veut dire que si t'as pas ces moyens-là pour aller le voir, t'auras pas accès à l'histoire. Est-ce qu'ils vont en faire un film? Est-ce qu'ils vont la filmer? Est-ce qu'ils vont la rendre disponible? Est-ce qu'ils vont faire un livre avec ça? C'est pas clair. Ils ont fait un livre au moins avec l'histoire The Cursed Child. C'est une pièce de théâtre qu'ils avaient faite avec Harry Potter. C'est un sequel d'Harry Potter. Le seul d'ailleurs, à moins que je me trompe, sur un de ses fils, puis un des fils de Malfoy qui vont à Poudlard 15 ans plus tard après la fin du septième livre. J'ai jamais pu voir ça parce que ça coûte une fortune. Je dis pas que j'aimerais pas ça le voir, j'aimerais ça le voir, mais je peux pas le voir. Mais ils ont fait un livre pas très étoffé, qui ressemble à un livre de pièces de théâtre, c'est-à-dire il y a des dialogues, il n'y a pas de description de décor ou d'action tant que ça. Assez ordinaire. Je trouve ça le fun, par exemple. C'est le fun pour Martin, parce que lui, George, lui, il est content, il a créé un univers, puis il en découle des séries télé, il en découle des bandes dessinées, il en découle une pièce de théâtre maintenant, tu sais, fait que c'est le fun, tu sais, c'est parfait. C'est plate un peu pour les fans qui n'auront pas accès à la nouvelle histoire qui va sortir de ça, tu sais. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça, j'espère qu'ils vont faire d'autres choses. À suivre. Pour terminer l'épisode, j'aimerais ça vous parler un petit peu de ce qui s'en vient pour Game of Thrones Québec. En gros, on a la saison 3 de House of the Dragon qui est supposée sortir cet été, quelque part probablement en juin, juillet. Bien sûr, je vais faire des épisodes review pour ça. J'ai bien hâte de voir ça. Deuxièmement, ce que j'aimerais faire, c'est des épisodes qui parlent de l'entre-deux, des rois de la dynastie des Targaryens entre la fin de House of the Dragon, qui dans le fond est la danse des dragons dans le livre Fire and Blood, et le début de notre nouvelle aventure de A Night of the Seven Kingdoms. Ça veut dire que j'aurai quelques rois à détailler, à vous parler, à vous exposer pendant une couple d'épisodes. Je sais pas encore comment ça va se faire, comment je vais vous présenter ça. Visuellement, j'ai pas beaucoup de support à vous présenter.
Mais l'histoire est là, par exemple. L'histoire est quand même bonne, l'histoire est intéressante, mais l'histoire est quand même riche aussi. J'ai commencé à travailler sur l'épisode de Aegon the Third, ce qui est quand même le fun, mais il y a beaucoup de stock autour de ça. Tu sais, tu racontes l'histoire d'un roi, mais en même temps, il faut que tu racontes l'histoire de tel ou tel personnage qui est important dans l'histoire de ce roi-là. En même temps, je veux pas mettre trop de spoilers sur qu'est-ce qui s'en vient dans la danse des dragons parce qu'on va l'avoir bientôt. Tu sais. Je sais que je pourrais prendre pour acquis que tout le monde le sait, mais des fois, j'ai beau l'avoir lu moi-même, il y a des choses que je me rappelle pas tant que ça. Fait qu'à quoi bon spoiler une série qui va venir sur nos écrans dans quelques années? J'essaye de partir de la fin, donc de la danse des dragons, sans trop parler de qui vit, il y en a pas beaucoup, et qui meurt, ça, il y en a beaucoup. J'essaie de faire ça un peu résumé comme ça, sans que ça soit trop révélateur, mais c'est pas évident. Donc, c'est là-dessus que je travaille. Le prochain épisode, j'aimerais ça qu'il vienne la semaine prochaine à suivre. J'ai déjà pris un break la semaine passée parce que c'était la semaine de relâche. Et j'avais la semaine à passer avec mon garçon qui pouvait pas aller à l'école. Donc, c'était une semaine père-fils, fort agréable. Mais peu de temps libre pour travailler sur un épisode de Game of Thrones Québec. Donc, dans la semaine prochaine, ça devrait être un petit peu mieux. Je vais voir comment je vous présente ça. Jusque-là, si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires, si vous avez des idées, ben sentez-vous libre de les partager. Je suis très ouvert. Le plan est pas dans le béton tant que ça, là. Ça reste à voir. Je vous propose tous de réécouter les saisons 1 et 2 de House of the Dragon. Je pense que ça vaut la peine d'être réécouté pour se mettre dans le jus avant de recommencer la saison 3. Sinon, ben faites comme moi, recommencez à lire les livres. On a le temps en masse. À suivre. C'était Game of Thrones Québec. Mon nom c'est Sat. Vous avez écouté le dernier épisode de la saison 1 des Edge Knight sur la série A Knight of the Seven Kingdoms. On sait qu'à Westeros, les histoires finissent rarement bien. Mais si vous êtes encore ici après tout ce temps-là, c'est que vous êtes des vrais fans.